pour quelques minutes pour une contribution à Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je n'avais pas prévu ni bien maîtrisé, mais ça ne me dérange pas, ni ne me déplaît pas. Je remercie de l'honneur qui m'est fait de me donner la parole après l'excellent rapport qui vient de nous être présenté. Si vous vous intéressiez à ce que je pense en général sur le sujet, je ferai distribuer la petite brochure qui correspondait à mon programme, et je me suis exprimé longuement dans une revue de la défense nationale entière, ainsi que dans le numéro 100 de la revue de l'IRIS. Voilà. Alors, évidemment, en matière de défense, tout tient à la stratégie, et la stratégie tient à la vision que l'on a de l'ordre international. Le reste, l'intendance suit, plus ou moins, dans notre cas, plutôt moins que plus. Les sources de crise doivent donc être analysées avec soin, et sans idéologie, en tout cas de mon point de vue, qui ne me préoccupe que de l'indépendantisme français, peu me chaud qui est quoi, du moment qu'il tente de me dominer, il ne me convient pas. La première puissance militaire du monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et de très loin, puisqu'ils concentrent 80% de la défense militaire du monde avec leurs alliés, 50% à eux tout seuls. Les chiffres de tous les autres pays sont des résiduels par rapport à la puissance des États-Unis d'Amérique. Et cette puissance, incarnée par 600 000 hommes de troupes, dans quelque chose comme 500 bases dans le monde, sur tous les continents, est au service d'une puissance, eux. Donc le dire, ce n'est pas faire d'idéologie, c'est constater la réalité des faits. Et elle est au service d'une seule et unique chose, le maintien de la suprématie. Pour une raison qui est structurelle, la masse des dollars qu'ils ont mis en circulation excède de très loin toute contrepartie matérielle qui pourrait y être opposée, et une série de pays essayent de se sortir de la monnaie dollar, comme c'est le cas des BRICS, et cela crée une tension permanente à l'échelle du monde. Nécessairement, je sais que je vais choquer certains d'entre vous, nécessairement, du fait même de cette situation, qui fait que les États-Unis ne pourront jamais être deuxièmes, ils ne peuvent qu'être ou premiers, ou reculer à la fin du tableau, compte tenu de ce que serait un ajustement financier sur la valeur de leur monnaie. Par conséquent, pardon pour ce que je choque, je demande qu'on le prenne pour ce que c'est, de la réflexion géopolitique. Les États-Unis d'Amérique sont nécessairement agressifs. Et par conséquent, ses adversaires, ceux qui veulent lui disputer cette hégémonie ou s'y soustraire, sont considérés comme des ennemis et eux-mêmes sont mis en tension. Par conséquent, les BRICS, et en particulier la Russie et la Chine, sont mis en tension, mais l'origine de la tension est la domination des uns sur les autres. Voilà mon analyse de la situation générale. Après quoi, pour être rapide, cette première source étant évoquée, hégémonie non due du dollar, il faut en évoquer une deuxième, qui est absolument nouvelle et que personne aujourd'hui ne sait vraiment maîtriser, qui est la conséquence du changement climatique. Car vu depuis les pays puissants comme les nôtres, depuis l'Occident, tout ça, on voit bien, la mer monte, il y a des événements extrêmes. Mais la vérité, c'est que ça commence par disloquer ce qu'on appelait autrefois le Sud. Les 80% des migrations se font entre pays du Sud et bousculent les frontières, les équilibres et tout ce qu'on veut, parce que les gens, pour survivre, passent des espaces qui souvent sont coupés artificiellement les uns des autres par des frontières que nous avons tracées il y a bien longtemps et qui n'ont pas toujours une réalité très évidente pour ceux qui vivent là et qui essayent d'échapper à la mort. Voilà les deux sources, d'après moi, essentielles des tensions que nous allons voir dans le monde avec les conséquences par effet de domino des uns sur les autres. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, à juste titre, j'essaye de le prendre de mon point de vue, la question de l'indépendance des Français et notamment le matériel. Parce que, pardon, mais à la fin, l'indépendance, c'est aussi ça. Sommes-nous capables tout seuls de faire et sommes-nous capables de maîtriser ce dont nous disposons? Il y a problème. Les armées ont accepté d'installer sur leurs missiles des logiciels nord-américains. Et je ne prends que cet exemple pour ne pas surcharger la discussion à cette commission. C'est une erreur. Nous avons à dire sur le fait que sur un certain nombre de domaines, alors il faut dire lesquels, les Français doivent être absolument indépendants et certainement pas n'arriver à ce partage des rôles que vous avez souligné avec justesse, qui est de dire les uns font le matériel et nous, on court sur le terrain. De ça, il ne peut pas être question. Nous devons, à mon avis, d'un bout à l'autre, maître de ce que nous faisons. Ça m'amène à 3 points sur lesquels je vais conclure. Premièrement, quel bilan tirons-nous de notre intégration au commandement de l'OTAN? Combien ça coûte? Combien on a de monde là-dedans? Et à quoi dorénavant ça nous engage? Sachant que pour la première fois depuis Napoléon, nous avons 300 hommes engagés en Estonie,
plus du matériel. Et bientôt, nous allons passer en Lituanie sous commandement allemand avec du matériel. Bon, tout ça, est-ce que la Commission des affaires étrangères en est saisie? Est-ce qu'elle y réfléchit? Comment pourrait-elle se dessaisir de la présence des armées françaises aux frontières de la Russie? Ce qui revient à dire, mais je sais que c'est la logique de l'Union européenne, que la Russie est un ennemi, alors qu'à mes yeux, elle est un partenaire, et qu'en aucun cas, elle ne doit devenir un ennemi. Pour un Français, en tout cas, c'est la base. Depuis la Saint-Glinglin, les Français font comme ça, ils s'entendent avec les Russes, et quand ils ne s'entendent pas, en général, ça tourne mal pour nous. Il vaut mieux s'en rappeler, ça c'est l'histoire profonde. Deuxième point, je reste là sur l'OTAN. L'intégration de l'armée française à l'OTAN sous couleur de défense de l'Europe, je vous concède le terme si vous voulez, qui est assez habile, hein, je reconnais, c'est plus malin que l'Europe de la défense, parce que l'Europe de la défense, on est amené tout de suite à des questions assez fondamentales à trancher. Mais n'empêche que ça n'enlève pas le fond. Se défendre contre qui, s'il vous plaît? Par quels moyens? Et à quel propos? Bon, nous sommes la France, la dissuasion nucléaire. Bon, que nous a rapporté le fait que le président Hollande ait si sottement signé je ne sais plus où c'était à Chicago, à peine élu, que nous, les Français, nous acceptions qu'on installe des batteries antimissiles en Pologne. Bon, ça, c'est pas une question militaire, c'en est c'est une question de géopolitique. Donc, nous, les Français, est-ce que nous acceptons que dorénavant l'Europe puisse être un théâtre de guerre? Jusqu'à présent, la doctrine de la dissuasion, c'est que ce n'est pas envisageable. Donc, ou bien on renonce à la dissuasion, ou bien on renonce aux batteries. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Il me semble que c'est totalement contradictoire. Je réserve ces deux questions comme contribution à la réflexion. Je ne suis pas sûr que tout le monde se rende bien compte du fait que nous voilà engagés jusqu'au coude dans des opérations dont vous avez vous-même souligné, monsieur le rapporteur, qu'étant dans la main de monsieur Trump, il peut se passer bien des choses. Je finis sur l'espace maritime. Il faut que tout le monde se rende compte de quoi on parle. L'espace maritime français, le premier, sera sans doute le premier du monde. On s'est bien débrouillé pour faire reconnaître notre zone exclusive. On avait le matériel qu'il fallait pour le faire. La France s'est agrandie de 10% de son territoire sans tirer un coup de fusil. C'est magnifique. C'est la première fois de notre histoire que ça arrive. Mais après, ça crée des devoirs. Pour être présent sur tout ça, nous avons l'équivalent, pour faire une image, de 2 voitures de police. C'est comme s'il y avait 2 voitures de police pour surveiller toute la France. Voilà les moyens que nous déployons. C'est absurde. Donc il nous faut des moyens importants, et ça c'est une question de géopolitique, parce que si vous n'êtes pas capable de faire respecter les routes, de protéger les frontières, parce que du coup ce sont des frontières, alors vous n'êtes capable de rien. Et ça ne sert à rien de dire qu'on a le 2e territoire du monde, parce qu'il n'y a que nous qui le savons, et les autres s'en fichent. Et en particulier, la protection des routes maritimes contre la piraterie, ça concerne les Français, parce que dans beaucoup de cas, nous sommes directement impliqués. Évidemment, reste la question de la Méditerranée, cruciale. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on s'est fait avoir. On avait une très bonne politique, c'était 5+4, ça marchait très bien. Là-dessus, les Américains sont arrivés, ont mis sous embargo la Libye, terminé le 5+4. Le président Sarkozy est arrivé derrière, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il propose une union pour la Méditerranée. Les Allemands sont arrivés et ont dit « Ah non, non, pas question que vous fassiez ça tout seul, les Français avec les autres, on va y mettre toute l'Europe. » Et donc, les riverains de la Baltique se sont directement intéressés à la Méditerranée, c'est-à-dire qu'il ne s'y passe plus rien. Et là, le cadre, pour moi, reste pour nous, Français, d'abord le petit bassin, et pas aller se fourrer dans les histoires de toute la Méditerranée, parce qu'on se retrouve avec Chypre et avec Israël, autant dire qu'on ne peut rien faire avancer du tout. Le petit bassin, c'est 5+4, et c'est le cœur de la francophonie. Je termine par ça. Il n'y a pas de politique militaire tournée sur le rayon francophone. C'est une erreur. On pourrait peut-être nous faire avancer les choses. Peut-être qu'on pourrait avoir des organismes de coopération. Tout ça, ça se ramène à une chose. J'en profite, parce que j'ai la parole et je termine là-dessus. Bon, me voilà repas en souverainiste. Alors, bon, j'ai dit appelez-moi bien comme vous voulez, tout ça n'a pas de sens. Je suis un indépendantiste. Et l'indépendantiste, c'est celui qui peut passer des accords. Parce que quand vous êtes sûr de vous, quand vous êtes bien blindé, vous pouvez tendre la main à tout le monde. Là où ça ne va pas, c'est quand vous avez peur, vous êtes en situation de dépendance. Si nous sommes indépendants, nous serons fraternels. Si nous sommes dépendants, nous serons soumis et à la fin, ça tournera mal. Merci beaucoup pour cette contribution qui pose des questions auxquelles je suppose dont le rapporteur va aussi se saisir. Alors,